Bonjour, chers étudiants. Je suis là en ce moment précis pour le support audio du cours de management de la force de vente qui sera animé en réalité par l'expert Inago Adolphe. Compte tenu de son indisponibilité, il a souhaité que je fasse donc la phase audio. Donc vous allez entendre une voix qui ne sera pas celle de votre animateur de tous les jours. Moi, je me nomme plutôt Brou, et oui, et on se verra, je crois, au niveau du cours de technique de vente et de négociation. Alors, pour aborder le menu du jour, c'est le chapitre 9e, ce qui m'a laissé entendre, intitulé La productivité de la force de vente. Pour rappel, vous avez pu parcourir les 8 chapitres, vous avez pu voir progressivement la définition des notions de management. Vous avez pu voir la typologie de la force de vente. Vous avez pu voir comment elle est organisée, cette force de vente. Vous êtes parti de la direction commerciale à qui est rattachée, j'allais dire, une direction régionale donc pilotée par notamment un directeur des ventes qui va avoir sous sa tutelle un chef de vente et puis un peu plus bas on aura les vendeurs. Donc tout ça c'est pour expliquer brièvement l'organisation standard. Vous avez pu également parcourir les méthodes de détermination, voilà, j'allais dire de choix au niveau de la taille de la force de vente qui a été un chapitre essentiel parce que tout ce que vous abattez, tout ce que vous concevez, toute votre force de vente va tourner dans le premier temps autour de l'effectif. Moins vous avez du personnel compétent, plus vous avez des difficultés donc pour atteindre les objectifs. Donc vous avez pu voir notamment les méthodes de détermination de la taille à travers l'analyse marginale. Vous avez vu également la méthode de détermination de la taille avec la méthode la plus usitée notamment la méthode de la charge de travail qui vous a permis de voir un peu c'est quoi la charge de travail en termes de visite, sans oublier la méthode des moindres carrés qui met en lien le nombre de vendeurs et le chiffre d'affaires attendu. Bref, donc vous avez vu que c'est quelques chapitres. Pour rappel aussi, vous avez vu, je crois, la rémunération, parce que quand on recrute des gens, il faut les payer un salaire. Vous avez vu également comment on leur fixe des objectifs, parce qu'effectivement, on recrute du personnel, on doit leur payer un salaire, mais on attend d'eux une certaine réalisation. Et c'est fort de tout ça qu'on va être obligé maintenant de parler de la productivité. Pourquoi parler de productivité? Parce qu'effectivement, ces vendeurs que nous avons recrutés sur la base d'un ensemble de critères, à qui on a fixé des objectifs, qui ont donc un ensemble de tâches à réaliser, on doit pouvoir à un moment donné les évaluer sur la base de ce qu'on a fixé comme objectif. Donc c'est pour ça que vous voyez que le cours est évolutif. Donc après le 9e chapitre, vous verrez le chapitre donc, de l'animation, parce qu'il faut les animer, il faut les contrôler, il faut les évaluer également. Et vous finirez par le chapitre 11e intitulé La gestion du secteur, qui vous amène donc à parcourir ou bien à délimiter et à la limite à programmer un peu vos rendez-vous, parce qu'il s'agira de dire, de tracer un itinéraire pour partir par exemple de votre maison jusqu'à au lieu de travail en parcourant bien entendu les différents biens. Bref, donc aujourd'hui l'objet de la rencontre c'est le chapitre 9e intitulé La gestion la productivité de la force de vente. Donc, vous devez être à même d'identifier les indicateurs qui permettent de mesurer cette productivité-là et puis de calculer quelques ratios commerciaux. Okay. Alors, la productivité va se définir ainsi. Il s'agira pour nous, en fait, de comparer le résultat que nous allons obtenir et les moyens que nous allons employer. Donc, il s'agira de faire le rapport entre les moyens employés et les résultats obtenus. Simplement, c'est pour dire, si vous faites des visites, la visite doit permettre, par exemple, de gagner, par exemple, un chiffre d'affaires. Donc, si je fais le rapport du nombre de visites réalisées par rapport au chiffre d'affaires réalisé, ça me donne un rapport. Sinon, c'est simplement des petites choses comme ça que vous devez comprendre au niveau de ce chapitre-là.
Alors, pour mesurer la productivité du secteur, on va d'abord s'appesantir sur les résultats de l'exploitation du secteur. Si du secteur dit un espace où se répartissent donc un ensemble de clients. Donc, vous avez à ce niveau un indicateur, on va dire le plus significatif, c'est le chiffre d'affaires que vous réalisez sur le secteur. Tout le monde sait ce qu'est un chiffre d'affaires, c'est ce que les ventes vont vous rapporter, pas en termes de résultats, mais c'est simplement le cumul de ce chiffre d'affaires-là. Ça va être fonction donc du nombre de commandes que les clients vont passer. Et puis on va regarder éventuellement comment il y a un ensemble d'éléments au niveau de ce secteur-là. On mesurera quoi? On va voir un peu le niveau, l'allure des ventes. Est-ce que les ventes vont croissantes? Est-ce que les ventes vont décroissantes? Donc ça doit pouvoir vous situer. Et ce qui est intéressant, ça vous permettra de vous faire des projections, donc d'établir un ensemble de prévisions. Okay? L'analyse peut aussi se porter sur l'analyse globale des produits, des clients, de tous les clients. Également, l'analyse par type de produit, analyse donc par type de client. Donc, il y a un ensemble d'analyses que vous devez être quand même à même de faire. Alors, pour rappel, vous avez vu sûrement en première année ou dans d'autres disciplines, notamment gestion des stocks, l'analyse selon Pareto, bien la loi 20/80 ou ABC, qui est une variante de la loi Pareto qui vous permet de faire une analyse donc de votre clientèle en termes de on va dire comment je vais dire, oui, de rentabilité ou alors en termes de retour. Alors qu'est-ce que ma clientèle me rapporte? Ok. Donc pour rappel, la loi 20/80 simplement c'est 20% des causes produisent 80% des effets. Donc ça peut nous permettre donc de catégoriser notre clientèle en termes de gros clients, de moyens clients et de petits clients. Donc ceux qui rapportent au-delà d'un certain chiffre d'affaires, ok, et ceux qui sont très en deçà d'un ensemble de chiffre d'affaires et ceux qui permettent de réaliser un certain niveau de chiffre d'affaires. Donc on aura les gros, les moyens et les petits. Alors les quelques moyens que vous allez qui seront mis en œuvre, donc ça sera bien entendu à travers les visites, naturellement ce que vous êtes tenu de faire, les visites. Le vendeur doit savoir donc ce que ça lui coûte, les différentes visites, et puis éventuellement les moyens qui ont été mis à sa disposition, notamment documentation, les notes techniques, quelques échantillons. Donc, bien entendu, tout ça c'est un ensemble de budget. Et combien en moyenne lui revient par exemple la visite par commande. Okay? Il n'oublie pas les frais qu'il va supporter donc, au niveau du déplacement, les frais de route, d'assurance, de réception, de repas, et ainsi de suite. Okay? Donc c'est tous ces ensembles d'éléments-là qu'on a besoin d'intégrer dans l'inventaire des moyens qui sont mis en œuvre donc, par l'entreprise pour atteindre les objectifs qu'on lui fixe. Et votre budget total donc, au niveau du secteur, on peut dire par vendeur, tiendra en compte donc les salaires, donc les coûts salariaux du vendeur, les coûts salariaux du personnel de structure, parce qu'il y a alors c'est vrai qu'il y a un personnel qui va sur le terrain, mais bien entendu il y a un personnel qui reste aussi en entreprise pour faire tout ce qui est encadrement, le secrétariat, et puis voilà, il y a les coûts de bureau, il y a les frais aussi qu'on va supporter pour vous former, et puis il y a d'autres charges qu'on va supporter, notamment pour être présent à des salons, à des foires, des opérations de postage. Donc, il y a un ensemble donc, de charges dont on sera tenu d'en tenir compte dans nos calculs plus tard. Alors, au niveau des ratios et des indices de calcul donc, de la marge de bénéfice, alors, c'est quoi la marge? La marge, c'est la différence entre un montant que nous avons, j'allais dire, si on prend l'exemple le plus banal, nous avons acheté un produit à un certain prix, nous l'avons revendu à un autre prix. Si on fait la différence, tout de suite, ça nous donne la différence, une sorte de marge. Donc, je fais un prix de vente, moins un prix d'achat, ça me donne la marge. Pour avoir le taux de marge, pour rappel, c'est cette marge-là que je rapporte à mon prix d'achat. Donc, je fais la marge sur le prix d'achat. Et pour avoir le taux de marge, je fais cette marge, mais je rapporte à
mon à mon prix de vente. Le coefficient multiplicateur, c'est simplement le prix de vente compris qui prend en compte la taxe divisé par le prix d'achat sans la taxe. Ou alors le chiffre d'affaires, y compris la taxe, notamment de la chiffre d'affaires TTC, sur un coût de revient sans la taxe. Donc, c'est les petits indicateurs, les petits indices qui vont nous permettre d'apprécier les gains réalisés. Alors, pour les formules, on vous ramène donc à votre cours de première année. Vous avez largement parcouru et appliqué ces éléments. Également, d'autres indicateurs, notamment le seuil de rentabilité. Pour rappel, le seuil de rentabilité permet d'apprécier les charges qu'on doit pouvoir couvrir de sorte à pouvoir rentabiliser. Donc, c'est-à-dire que si les charges sont évaluées à 12 millions, je me dis que tant que je n'ai pas pu avoir un chiffre d'affaires de 12 millions, je n'ai encore rien fait parce que je dois avoir un montant qui me permet de couvrir les charges. C'est pour ça que nous disons que le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires à partir duquel donc, on commence à être rentable. Donc, c'est à partir de 12 millions que je vais pouvoir couvrir les charges. Donc, c'est ce qui va venir en sus là, qui va constituer un bénéfice pour moi. Donc, c'est important pour l'entreprise de savoir comment déterminer ces éléments-là en prenant en compte les deux types de charges, notamment les charges qui changent de nature, notamment par des charges variables, notamment tout ce qui est achat de matières premières, même d'électricité, tout ça. Et puis à côté, vous avez les charges qui n'évoluent pas, qui ne changent pas, notamment le loyer. Donc, il faut vous référer à vos formules que vous avez pu voir. Et d'ailleurs, à travers ce support, vous pouvez parcourir ces différentes formules-là. OK? Également, au niveau du seuil de rentabilité, vous pouvez être amené donc à apprécier la date à laquelle vous atteignez ce seuil-là. Donc ça, c'est ce que nous allons appeler communément le point mort ou bien la date du seuil de rentabilité. Donc je fais le seuil de rentabilité donc, en valeur que j'ai obtenue, que je rapporte à mon chiffre d'affaires et puis je multiplie par le nombre de jours dans l'année ou bien le nombre de mois de l'année pour pouvoir atteindre un certain indicateur. Je peux aussi également faire le seuil de rentabilité en quantité, mais je rapporte cette fois-ci à mon volume de vente. Donc, ça, c'est des éléments que vous pouvez utiliser pour mieux apprécier ce type d'indicateur-là. Je vous invite également à vous approprier les ratios qui suivent, notamment les ratios de mesure de résultats et d'audit de l'activité. Alors, je pense qu'on vous a dit que ce module-là vous amène à faire beaucoup de calculs. Donc, vous êtes obligé de vous recycler pour ceux qui ont quelques difficultés en la matière. Alors, le chiffre d'affaires moyen par visite, donc il s'agira de faire le chiffre d'affaires total que nous avons réalisé. Je divise par le nombre total de visites que j'ai réalisées sur la période, puisque votre mission essentiellement, c'est de réaliser des visites. On peut aussi apprécier la marge par visite. On peut apprécier le coût moyen d'une visite, ça veut dire combien nous coûte une visite en moyenne. Okay? On peut également apprécier le nombre de visites nécessaires par commande. On peut également apprécier, pour finir, la productivité des visites. Une visite sera productive si elle a un bon retour. Donc, je me dis, si j'ai réalisé 200 visites, sur les 200 visites, combien de commandes, par exemple, j'ai reçues? Donc, je fais le nombre de commandes sur le nombre de visites réalisées. Donc, c'est juste des ratios pour permettre de voir si vos déplacements, vos appels téléphoniques, vous pouvez même voir par rapport au rendez-vous, pour ce tableau également, j'ai prévu faire des visites. Sur la base des visites prévues, il y a combien de visites j'ai pu réaliser. Okay? L'idéal serait que j'arrive à réaliser la totalité de mes visites programmées. Si je suis largement en deçà, ce n'est pas intéressant. Vous pouvez également apprécier, j'allais dire, la productivité des rendez-vous. Est-ce que vos rendez-vous sont productifs? Est-ce que les rendez-vous vous rapportent effectivement ce que vous attendez? Est-ce qu'il y a un effort de prospection? C'est-à-dire que vous faites des visites, mais est-ce que ces visites nous permettent de faire vraiment des visites de prospection? C'est-à-dire que ça nous permet de rencontrer de nouveaux types de clients. Est-ce que les visites de prospection nous permettent d'acquérir de la nouvelle clientèle? Est-ce que parmi les clients que nous avons, est-ce que nous avons de nouveaux clients? Tout ça, c'est un indicateur important pour dire qu'on ne tourne pas seulement avec les anciens clients. Ça montre qu'il y a du chemin qui est fait. Il y a également certains ratios qui permettent de mesurer les résultats, comme je l'ai dit, mais cette fois-ci, on peut évaluer en argent. Sur le nombre de commandes que les uns et les autres ont émis, quel est le chiffre d'affaires correspondant? Donc, je fais le chiffre d'affaires sur le nombre de commandes émises pour voir ce que ça reporte comme ratio. On parle de montant moyen d'une commande. Donc, vous avez toute une pléiade donc, de ratios que vous devez pouvoir vous
vous approprier et puis expliquer. OK? Alors, il y a ce qu'on appelle l'indice de compatibilité. OK? Vous faites le coût total de la force de vente que vous divisez par le chiffre d'affaires. Et je pense que ça, c'est des éléments sur lesquels des applications vont être faites parce qu'il y a pas mal d'éléments qui vont entrer dans le calcul du coût de la force de vente. Vous comprendrez que, par exemple, la direction comme le directeur commercial, son salaire va être pris en compte. Tous ceux qui travaillent dans la direction commerciale, notamment les vendeurs, je n'oublie pas les assistants commerciaux ou bien une assistante commerciale, le directeur des ventes. En tout cas, tous les acteurs qui contribuent à faire fonctionner la direction commerciale doivent avoir, j'allais dire, contribué à calculer, à estimer le coût de la force de vente. Donc ça, c'est très important dans les calculs. Je pense qu'il y a des travaux qui permettent donc de mieux comprendre ces éléments-là. À ce niveau, je voudrais préciser que souvent dans les calculs, il faut faire attention parce que si on vous dit que par exemple l'assistant commercial ne consacre pas l'entièreté de son temps à la fonction commerciale et que par exemple c'est 40%, donc quand vous évaluez les charges ou bien le coût de la force de vente, il faut faire attention, c'est plutôt les 40% qu'il faut intégrer. Donc c'est des choses que vous comprendrez davantage à travers certaines applications. Je voudrais m'arrêter là aujourd'hui pour ce qui concerne donc la gestion de la productivité, en vous invitant à vous approprier les formules parce qu'il y a des applications qui vont être faites. Et puis je pense qu'il y a une autre rencontre qui va nous permettre donc de boucler véritablement ce chapitre-là parce qu'il est très essentiel et il y a un ensemble de préoccupations liées donc d'abord à la compréhension des formules et puis à leur applicabilité. Je voudrais encore vous remercier et vous inviter au travail personnel parce que le chemin, il est long, il est difficile, il est fastidieux, mais c'est seuls ceux qui se battent qui pourront tirer l'épingle du jeu. Sur ce, je voudrais vous dire merci, chers étudiants, et vous saluer pour l'écoute